Entre Macron qui présente son programme et Fillon qui est embourbé dans ses affaires, eh bien, il y a aussi Benoît Hamon, le candidat de la Belle Alliance Populaire. Et c'est avec l'un de ses soutiens, co-directeur de la campagne de Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, qui est aussi député de Seine-Saint-Denis, que nous sommes ce matin. Mathieu Hanotin, bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Macron est en train de parler, de présenter son programme, pas uniquement économique, hein, dans tous les domaines. Arnaud Montebourg a dit, Macron est en train de faire le programme de l'UMPS. C'est votre avis? Écoutez, ce que je pense, c'est que... Une formule pour dire un peu de droite, un peu de gauche, enfin ce qu'on voit surtout, c'est que les principales mesures qu'annonce Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines maintenant, dans la philosophie, on est quand même beaucoup plus proche, j'allais dire, une sorte de Fillon light, quoi, du centre droit, que de valeurs de la gauche. Ah bon? Quand la bataille, finalement, se résume à combien de fonctionnaires on supprime, Emmanuel Macron participe de ce concours-là. Oui, mais par plutôt exemple, que de s'interroger sur la question de à quoi sert le service public de demain. Le discours mais quand on dit 120 000 fonctionnaires de moins, juste, excusez-moi. Oui, mais là, c'est facile. Là, c'est pas facile, c'est une réalité. Mais regardez, vous prenez l'école. Oui. Si on écoute la droite dit collège unique, il faut leur mettre en question. Hein. Lui, il dit, à l'école primaire, notamment dans les ZEP, c'est une ancienne appellation, puisque... On dit REP maintenant. On dit REP plus même. Eh bien, on fait des classes, pas plus de 15 élèves par classe. Lui, il n'est pas question de remettre le collège unique en question. C'est pas vraiment de droite, ça. Hein. Mais je ne suis pas en train de vous dire que, y compris avec un certain nombre de personnes de droite, pour le coup, nous n'avons que des désaccords. C'est pas ça le sujet. La question, c'est où est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, met son curseur? Il peut être centriste. Voilà. Ça vous gêne, ça? Non, ça ne me gêne pas, parce que vous savez, je pense que François Mitterrand avait raison. C'est que le centre, dans notre pays, c'est souvent ni de gauche, ni de gauche. Voilà. Et que c'est ça la réalité. Mais oui, c'est à droite. Donc je ne vous dis pas qu'il y a un signe d'égalité entre François Fillon et les idées qu'il porte et Emmanuel Macron. Mais dans l'espace politique aujourd'hui qu'il représente, clairement, Emmanuel Macron a fait le choix... Vous êtes en train de me dire du centre-droit. Pas mal de députés socialistes, pas très nouveau. Quelques-uns de vos collègues qui sont députés socialistes et qui sont passés chez Macron, je pense qu'ils sont tentés, en fait, ils sont ni de gauche, ils sont de droite. Écoutez, en tout cas, je pense que sur le ton de l'humour, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de dire que ça me faisait penser à une forme de syndrome de Stockholm. Tout ça pour les élus PS qui allaient chez Emmanuel Macron. Mais c'est un preneur d'otages alors, lui? Non, c'était un mot d'humour. Je me permets, c'était pas autre chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas les individus qui comptent, même si je pense qu'un certain nombre doivent être assez mal à l'aise aujourd'hui. Encore une fois, quand on voit les propositions fiscales. On va en parler. Bon, quand on voit sur les fonctionnaires que je disais, sur lesquels on parlait à l'instant, quand on voit. Vous voyez, sur ce sentiment général... Mais par exemple, regardez, vous êtes sensible à l'égalité. Oui. L'égalité, c'est une valeur... Moi, je pense juste républicaine. Je pense qu'on peut pas mais dire... est-ce qu'on peut quand même dire, il faut le même régime de retraite pour qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit salarié du privé? D'abord... Il veut unifier tous les régimes. C'est quand même un souci d'égalité, ça, non? Mais moi, je suis pour l'égalité. Vous êtes d'accord avec lui? Notez bien, non, parce qu'il y a quand même... Notez bien que, par exemple, sur le calcul de la retraite, par exemple, pour les fonctionnaires, ce n'est pas le même non plus que pour les salariés du privé. Et lui, il veut aligner tout le monde. Oui, mais il faut veut justement que... peut-être il va aligner les règles de calcul aussi. Ça serait bien, dans ce cas-là. Non, mais moi, je vous dis, on n'est pas du tout dans l'optique, en tout cas autour de Benoît Hamon, de dire il faut figer, il faut rester dans ce qu'on était, etc. Mais ce qui est important dans le chemin qu'on doit montrer, sur lequel on veut s'inscrire pour nos concitoyens, pour nous, il n'y a pas de doute. C'est un chemin qui est fait, un chemin à gauche, et qui est un chemin qui est fait de solidarité, d'égalité, de justice, et sur lesquels on va ancrer un certain nombre de mesures très précises dans notre agenda sur les 6 premiers mois que Matthias Fekl et sur lequel Matthias Fekl est en train de travailler. Ouais, on va en parler de ça. Par exemple, il y a aussi des contradictions de philosophie, je dirais, chez Macron, quand on voit qu'il est libéral. Alors après, on peut qualifier social-libéral, mais l'individu est quand même au centre de son projet. Et puis, on voit que l'assurance chômage, il lui a confié non plus la gestion, l'UNEDIC, aux partenaires sociaux, mais à l'État. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est plutôt de gauche. Sur confier la gestion de l'UNEDIC à l'État.
je ne pense pas que ça, on dit que c'est de gauche ou de droite, tout dépend de ce qu'on met derrière. Je pense qu'on a un système qui était très bon, qui marchait, mais qui aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase de raréfaction du travail, et surtout à l'avenir, ne peut plus marcher que sur les bases sur lesquelles il marchait précédemment. Je vous donne un exemple, et Benoît Hamon, c'est vraiment sur ça aussi qu'il a construit dans sa campagne des primaires. Quand on a, pour que tout le monde comprenne bien, quand on a quelque chose qui se passe aujourd'hui, je ne parle pas encore du phénomène d'européisation qui viendra peut-être dans 5, 10, 15 ans, ça on ne sait pas, mais aujourd'hui, le prochain, ce qui arrive, c'est le remplacement de peu ou prou d'ici 4-5 ans, de toutes les caissières par des portiques. Où vous n'aurez même plus à scanner vous-même, vous passerez sous un portique et... Donc on va taxer les portiques maintenant. Eh bien, la question c'est, est-ce que ce portique crée de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il crée une richesse? À l'évidence, oui, parce qu'il fait un travail que, avant, 1, 2, 3, 4 caissières, plus d'ailleurs, souvent, pouvaient effectuer. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la question de la valeur ajoutée. Mais vous voulez taxer la transition économique, finalement? Non, ce qu'on veut, c'est trouver des moyens dans un monde dans lequel, justement, aujourd'hui, on avait une taxation qui était essentiellement basée sur la question du travail, voilà, pour notamment tous les aspects sécurité sociale, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a une forme de limite dans ce système qu'on devine aujourd'hui, mais qui va s'agrandir. Et vous savez, on n'est pas les seuls à le dire. Regardez, Bill Gates fait exactement la même analyse. Barack Obama également. Mathieu, pourquoi le programme, finalement, de Benoît Hamon est quasiment inaudible? On ne l'entend pas. Il est où, là, Benoît Hamon? Vous savez, ça me fait... Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, le centre d'agriculture. Voilà. Vous vous rendez compte, on ne parle même pas de lui. Ah bah écoutez, moi je l'ai vu sur 2-3 chaînes info ce matin, je l'ai vu, il va faire un certain nombre d'annonces tout au long. Il y a du mal quand même, hein, parce que en fait il est beaucoup dans des problèmes de boutique, d'appareils, mais parler de programme, ça c'est compliqué. Dans une journée comme hier, effectivement, comme M. Fillon, pour le coup, on va en parler de Fillon. ne facilite pas l'expression et le concours des idées quand il nous offre son propre concours judiciaire. Donc voilà, ça c'est une réalité avec laquelle il faut faire. Hein. C'est pas évidemment ce qu'on souhaiterait, parce que je pense pas que c'est ça qui grandit la démocratie. Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il fait, Hamon? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa campagne. Vous êtes prisonnier des Verts maintenant, ça y est, d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que vous avez vu l'accord que vous avez passé avec eux? Mais vous l'avez vu l'accord? Mais il pèse. Mais attendez, j'en ai vu les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'on racontait pendant la primaire? Mais vous êtes obligé de donner des circonscriptions. Non, mais attendez, des circonscriptions. Qu'il y a un accord. Attendez. Non, mais c'est pas le sujet. Sur le fond. Si, c'est le sujet. Mais non. Sur le nucléaire, vous allez pouvoir tenir ce pari-là? Mais bien sûr. Ah oui. Mais sauf que, attendez, on parle d'un chemin. Ce que souhaite Benoît Hamon, c'est se mettre sur le chemin de la sortie du nucléaire. Benoît Hamon, dans 25 ans, il ne sera pas président de la République. Ne serait-ce qu'il y a des règles constitutionnelles qui interdisent à un président de faire plus de mandats. Vous avez bien noté. Donc, a priori, dans 10 ans, voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Mais par contre, pour que ça soit possible, pour que ses successeurs puissent continuer à faire ce choix, il y a des choix à prendre maintenant. Et c'est sur ce chemin-là, d'une vraie transition énergétique qu'il faut se mettre. Ils pèsent rien, les écologistes. Mais ce n'est pas la question de peser électoralement. Vous avez vu ce que ça a donné avec Hollande. Vous analysez les choses de manière complètement statique, en disant ils étaient à 1% dans les sondages, 2% au mieux, et donc ils pèsent rien, ces gens-là ils sont quantité négligeable. La question c'est que c'est pas ça, c'est les idées et la dynamique du coup citoyenne que vous pouvez rassembler. Qu'est-ce qui manque à Benoît Hamon pour que, il soit un peu plus fort dans les sondages? D'abord, vous noterez bien que il bouge pas, vu qu'a priori tous les sondages primaire, pas primaire, etc., se sont quand même tous plantés. C'est peut-être pas si mal que ça. Pas vous quand même. Vous jouez le mauvais joueur aussi. Mais je joue pas du tout le mauvais joueur. Je pense, ce que je vous dis, c'est que la réalité d'aujourd'hui, qui est celle des sondages pour lesquels j'ai le plus grand respect. Oui, d'ailleurs, qui ne prétendent pas faire de la prédiction. Voilà, ne sera pas la réalité de demain. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que vous dites. Mais oui, bien sûr. Même si aucun accord ne sera passé avec Mélenchon, on est d'accord avec ça. Mais oui, parce que pourquoi? Parce que la campagne a commencé, mais le processus de conviction n'est pas terminé. Et les Français commencent à s'intéresser maintenant, après s'être réellement intéressés à la primaire, s'intéressent maintenant petit à petit, rentrent dans l'élection présidentielle. Est-ce que des communistes vous ont rejoint? Je parle des communistes, je ne parle pas de... Est-ce que les communistes nous ont rejoints? Non. Est-ce que des communistes nous ont rejoints? Probablement, j'ai entendu quelqu'un ici ou là, etc. Ils sont divisés quand même entre Mélenchon et Hamon, les communistes. À l'évidence, chacun a ses contradictions. Vous avez beaucoup d'élus? Vous avez beaucoup d'élus?
qui vous ont... Ah non, mais aujourd'hui, on n'a pas un bloc d'élus communistes qui nous a rejoints. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça l'objet. Je sens qu'il y a... au sein des élus communistes, au sein du peuple de gauche, plus en général, une aspiration à l'unité. Parce que derrière... Qui est impossible, donc. Mais non, j'en veux pas. Mais alors, ce qui est une aspiration à l'unité structurelle sur les candidats, manifestement, elle paraît compliquée, parce que Mélenchon n'en veut pas, vous l'avez dit vous-même, mais... C'est pas ça qui compte, parce qu'à la fin, c'est le rassemblement des femmes et des hommes de gauche. Ce qui compte quand même, c'est de gagner l'élection présidentielle dans un premier temps. Vous savez, on peut être... S'ils étaient tous les deux unis, ils pourraient même prétendre au deuxième tour. Mais, sauf qu'ils seraient tous les deux unis, je pense qu'on n'aurait pas l'addition des voix. D'accord. Parce que je pense qu'il y a une partie de l'électorat de Mélenchon qui, de toute façon, est plus sur un vote, entre guillemets, d'extrême gauche. Voilà. Mais par contre, c'est pas le cas de tout l'électorat de Mélenchon. Et donc, à la fin, c'est quand même les électeurs qui décident, pas les candidats. Mathieu Hanotin sera-t-il candidat à sa réélection aux législatives? Mathieu Hanotin, moi-même, oui. Je vais pas être surpris là-dessus, oui. Ça, il n'y a aucune... je serai candidat dans la deuxième circonscription. D'accord. Est-ce que vous attendez à une Bérésina type 1993? Alors, je vais vous dire ça, pour moi, c'est quand même, parce qu'on, vous savez, avec le temps médiatique, on oublie vite les choses. C'est que, il y a un mois et demi, le candidat du PS est stagné, quel qu'il soit. Entre 5 et 8% dans les sondages. Et de toute façon, on lui promettait au mieux la 5e place et justement la Bérésina dont vous parlez. Je pense que la première victoire de Benoît Hamon, ça ne veut pas dire qu'elle est suffisante, hein, mais c'était une première victoire nécessaire, c'est d'avoir réussi à changer ce paradigme-là et à remettre une force politique en route pour qu'elle aspire justement à gagner demain. C'est votre constat, c'est qu'il a remis une force politique en route. Ça, c'est à l'évidence. Le Parti socialiste va survivre. Mais enfin, bon, est-ce que le Parti socialiste doit évoluer dans ses formes? Je le pense depuis longtemps. Donc le but, c'est pas de dire le Parti socialiste continue. C'est pas le Parti socialiste du parti du congrès d'Épinay, quoi. Mais enfin, vous saviez quel âge j'avais quand il y avait Épinay? Moi, je me permettrais pas de. J'avais moins 7 ans. Moins 7 ans, d'accord. Donc, si vous préférez, c'est des références, des références historiques. Il y en avait d'autres qui avaient plus. Je sais. C'est des références historiques intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'on veut construire demain. Est-ce qu'il faudra un parti qui veut incarner une force de gauche responsable de gouvernement, mais en même temps clairement assumée à gauche? Oui, il le faudra. Et Benoît Hamon souhaite incarner cette force aujourd'hui. Il est le point d'équilibre de ce Parti socialiste que vous appelez de vos voeux? Ah bah moi j'en ai une intime conviction. Beaucoup plus que pourrait l'être Manuel Valls. Vous allez me dire, à la primaire, Valls a perdu. Donc mais je veux dire, c'est les électeurs ont tranché. Et dans des proportions quand même assez conséquentes. Donc sans que ça fasse de débat là-dessus. Le problème dans lequel on était quand même, et que la primaire nous a permis de trancher et de regarder devant, c'était celui-là. C'était quel est finalement, non pas, tout le monde est le bienvenu à gauche, et c'est ce que dit Benoît Hamon. Il ne veut pas que des gens qui pensent comme lui. Mais à un moment donné, il faut fixer le curseur. Voilà, c'est quoi l'orientation? Et après, on greffe des gens qui ne sont pas d'accord. François Fillon doit-il se retirer de l'élection présidentielle? Oh, c'est pas mon problème. Mais franchement, c'est à lui d'assumer. Vous avez regardé sa conférence de presse hier? Ah oui, je l'ai regardé, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'étais choqué. Choqué par quoi? Choqué. Choqué par, comment dire, les attaques innommables contre la justice qui ont été faites, la remise en cause de l'état de droit. On parle pas on a employé des mots aujourd'hui comme assassinat politique. Elle va vite la justice quand même sur ce dossier, non? Elle va vite la justice, mais heureusement qu'elle va vite. Enfin, vous imaginez si elle est alors qu'on va même pas savoir le fin mot de l'histoire d'ici à la présidentielle. Vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, je ne suis pas un expert judiciaire, donc je ne peux pas vous dire si effectivement les choses seront rendues ou pas. Mais je pense que c'est même François Fillon, au début lui-même, qui disait il faut que ça aille vite pour que je puisse me dédouaner. Enfin, je veux dire, et effectivement, on est quand même dans une élection présidentielle. Il y a une affaire qui est sortie par voie de presse, et d'ailleurs, il faut saluer quand même le travail qui a été fait par la presse dans cette action-là, qui montre que justement, on est dans une démocratie vivante et transparente, et c'est une bonne chose. Maintenant, une fois que c'est sorti, il faut que ça aille vite. Sinon, qu'est-ce qu'on dirait après sur les politiques qui se protègent, etc., etc. Qui va gagner l'élection présidentielle? Benoît Hamon. Benoît Hamon, c'est dit. C'était le talk de Mathieu Hanotin, et maintenant, eh bien, chers internautes, nous allons lui poser vos questions à vous avec Marc Debonny qui nous rejoint. Marche plus. Marche pas. C'est le téléphone, j'ai noté. Alors, voici, bonjour Marc. Bonjour Yves. Bonjour. Toujours des petits soucis techniques, mais ça c'est pas grave, c'est notre cuisine à nous.
Alors Marc, les questions. Alors pas mal de questions aujourd'hui, notamment sur les aspects de programme de Benoît Hamon qui pose voilà, beaucoup d'interrogations aux électeurs. Notamment, on s'interroge, c'est Simo et Latmani qui demandent est-ce que vous pourrez garder le revenu universel qui a été largement contesté, dont on pose des questions sur la faisabilité. Est-ce que vous garantissez aujourd'hui que vous le mettrez bien en place? Précisez qu'il y a deux versions, il y a une version complète et une version light. On est dans une version light pour le moment dans le programme, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous appelez une version light? Une version, un début avec des jeunes et... ça, c'est pas une version light, c'est ce qu'on a toujours dit. Non. Au début, vous étiez sur un revenu universel pour tout le monde. Mais on a toujours dit... Oui, mais faites pas comme les autres. Hein. Je ne vais pas faire comme les autres. On a toujours, et on réaffirme aujourd'hui, l'ambition d'arriver à un revenu... Oui, mais ça, c'est l'objectif. Oui, dans mais on a toujours dit que ça se ferait par étapes. Faites pas de fausse monnaie pour Non, mais je ne vais pas faire de fausse monnaie. Enfin, je vous demande, à l'inverse, je vous demande de ne pas faire dire des choses qui n'ont pas été dites. C'est que je vous demande de me donner la déclaration dans laquelle Benoît Hamon ou n'importe lequel d'entre nous aurait pu dire que on aurait fait le revenu universel complet pour tout le monde pour le 1er janvier 2018. Elle n'existe pas. C'est ce qu'on pouvait comprendre au terme du premier débat. Attendez, de la primaire. Attendez, non, pas au terme du premier débat. Au premier débat, pour le coup, il a justement dit que les choses se feraient par étapes. Mais en réaffirmant un principe fort. Alors, donc, répondons à la question. On va le faire. Oui, on va le faire dès 2018. Ça sera dans le contrat d'engagement pour la première étape. La première étape, vous allez voir que c'est quand même pas une étape de... light, parce qu'elle concernera l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans de ce pays, quelles que soient les conditions. 45 milliards d'euros, donc ça représente. Voilà, et les ayants droit. Et on est plutôt sur 42, on est en train d'affiner le chiffrage, et ça c'est sur ce que ça coûte, parce que vous le ciblez bien, mais moi je veux surtout parler aujourd'hui de ce que ça va rapporter, parce qu'on parle souvent de ce que ça coûte et pas de ce que ça rapporte. Le revenu universel, par exemple, pour les jeunes, ça va libérer probablement 500 à 600 000 emplois. De quels emplois on parle? Quels emplois? Aujourd'hui, il y a 500 à 600 000 étudiants dans notre pays qui sont obligés de se salarier. Je ne parle pas d'étudiants qui font un choix de travail, alternance dans le cadre d'études, mais qui sont obligés de se salarier pour financer leurs études. Voilà. Le taux d'échec parmi ces 500 à 600 000 étudiants, il est 3 à 4 fois supérieur au taux d'échec moyen chez les étudiants qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, demain, vous leur donnez ce revenu universel, manifestement, ce travail qui est un travail contraint va être réduit massivement. Et donc, il n'y a pas de création d'emplois stricts. Par contre, vous libérez des emplois. On a quand même une aberration aujourd'hui, vous savez. On a des gens dont on veut qu'ils fassent des études, qui réussissent pour qu'ils soient productifs demain pour l'intérêt général et qui du coup échouent parce qu'on ne leur donne pas les conditions. Et à côté, on a 3 millions de personnes qui sont au chômage. Marc. Ça me paraît être une bonne mesure. Alors, toujours sur le programme et sur comment vous allez le mettre en œuvre, Catherine Foulgo s'interroge comment comptez-vous abroger la loi travail en étant rejoint par autant de membres du gouvernement Hollande, autant de gens qui ont participé à la mettre en œuvre? Est-ce que vous risquez pas de vous trouver dans une difficulté à ce niveau-là? Il faudra attendre qu'ils les rejoignent aussi, pas tout à fait... Oui, mais on voit que, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem et d'autres tendent plutôt à aller... Mais écoutez, c'est Benoît Hamon a proposé un choix au peuple de gauche dans la primaire, et c'est le peuple de gauche qui a arbitré. Donc, est-ce que la loi travail sera abrogée? Oui, Benoît Hamon la proposera, l'abrogation au Parlement, mais non seulement il proposera d'abroger, mais il proposera une nouvelle loi travail. Et c'est ce dont on va discuter dans les semaines de la campagne, parce que le but, c'est pas de revenir à ce qui se passait avant en disant qu'il n'y avait aucun problème avant. Benoît Hamon élu président de la République, est-ce que Myriam El Khomri peut se présenter sous vos couleurs aux législatives à Paris? C'est à elle qu'il faut poser la question, sachant qu'effectivement, l'abrogation de la loi travail fera partie du programme de Benoît Hamon. Donc aucun compromis sur ce sujet? Non mais écoutez, on a pris... Enfin, est-ce qu'il y a tout est acheté? Est-ce que tout est acheté dans la loi travail? Non. Donc c'est-à-dire que quand vous abrogez une loi, vous devez faire une loi d'abrogation. Et dans la loi d'abrogation, on mettra que l'on reprend par exemple la garantie jeune, le compte personnel d'activité, le droit à la déconnexion. C'est quelque chose que Benoît Hamon a porté depuis des années. Il ne va pas maintenant que c'est dans la loi, sous prétexte qu'il a dit qu'il abrogerait, tout abroger. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, une question un peu technique. Jeff Brière demande qu'est-ce que vous allez faire du RSI? Il y a pas mal de candidats qui veulent le remettre en question. Quasiment tous. Est-ce que c'est votre cas? On aura l'occasion de s'exprimer, Benoît Hamon aura l'occasion de s'exprimer très vite, d'ailleurs dans la semaine, je crois, vendredi, si je ne me trompe pas, sur le sujet. Mais il y a le RSI, et il y a même une problématique plus large, c'est toutes ces personnes qui concourent à la richesse nationale en ayant leur propre activité et qui ne sont même pas au RSI. Je pense par exemple aux artistes, je pense aux programmateurs numériques. Les artistes, ils ont le régime
le régime des intermittents du spectacle. Non, ça c'est pour les intermittents du spectacle. Oui. Mais aujourd'hui, les créateurs, ceux qui font de la création, ils ne sont pas du tout dans une logique d'intermittents du spectacle. Donc c'est quand même une petite catégorie. Comme Macron, vous les intégrez dans le régime général? Je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on ait une sorte de statut unique de l'actif qui pour toutes qui d'abord se base sur des principes. Et que le principe, c'est qu'on ait un niveau de cotisation, un niveau de prestation, voilà, équivalent. On ne peut pas dire à l'euro près, etc. Mais qu'en gros, on en arrête d'avoir des situations où certains cotisent énormément pour avoir très très peu à la fin de prestations. Et c'est le cas des indépendants souvent. Ce qui est le cas des indépendants, voilà, aujourd'hui. Et donc ça, il y a un rééquilibrage à faire, mais je reviens à notre débat tout à l'heure, qui ne pourra se faire aussi qu'en réfléchissant sur les questions d'assiette. Et c'est pour ça que sur le financement, les questions de valeur ajoutée, elles sont déterminantes. Dernière question, Marc. Alors, une question d'actualité. François Fillon, hier, a évoqué le fait qu'un tiers des élus de l'Assemblée, comme lui, emploient des membres de leur famille. On voit que ça crée une grande émotion dans l'opinion publique. Est-ce qu'il faut, à votre avis, une enquête sur chacun de ces députés pour expurger ce genre de pratique du monde politique? D'abord, si vous préférez, sur François Fillon, je trouve ça, pour un candidat à la présidentielle, toujours assez original comme mode de défense, de dire « Regardez, je ne suis pas le seul à faire des choses pas bien ». Ça, c'est quand même vrai. Non, la différence, c'est que François Fillon n'est pas il va être mis en examen, probablement, n'est pas afin de mise en examen. Je n'ai pas mise en cause, on va dire, par la justice, dans une affaire de népotisme ou d'emploi d'un membre de sa famille. Il est dans une affaire d'emploi fictif. Le sujet, c'est celui-là. Il y a un sujet moral aussi. Oui, il y a un sujet moral, et j'y viens juste après. Il y a deux sujets. Il y a l'état du droit actuel. Il y a beaucoup de parlementaires, effectivement, 30%, enfin le chiffre a été donné je crois, qui emploient un membre de leur famille dans le respect de la loi, avec des personnes dont certaines que je connais, qui travaillent, que je vois au bureau régulièrement, à l'Assemblée, etc. Il y a un deuxième sujet, qui est un sujet moral. Benoît Hamon a pris un engagement très clair, il a dit que lui, il souhaitait qu'on arrête avec les emplois familiaux pour les députés et les parlementaires. Et pour finir la question de Marc, faut enquêter sur ceux actuellement qui emploient leur famille? Non, je pense pas. Non, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, les gens qui font leur travail honnêtement dans le respect des lois, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui. Parmi les 30%, excusez-moi, il y a quand même une présomption. Je dirais à un moment donné, on ne va pas partir du principe que les gens sont coupables non plus, quoi. Donc s'il y a. Fillon est quand même présumé innocent aussi. Oui, mais tout à fait. Sauf que Fillon, il y a quand même une enquête qui a été ouverte. Il y a eu toutes ces choses-là, donc les choses ne partent pas de rien. Voilà, c'était Mathieu Hanotin qui répondait, chers internautes, à vos questions, notamment sur le programme économique de Benoît Hamon, le candidat de la belle alliance populaire à l'élection présidentielle, et maintenant des écologistes, j'allais oublier, EELV plus exactement. Merci Mathieu Hanotin.